La question principale de ma recherche était de comprendre pourquoi autant de violences conjugales et autant de victimes chaque année. C'est-à-dire 149 femmes sont tuées sous le coup de leur compagnon ou leur ex-compagnon en 2019, presque une femme tous les 2 jours. Mon travail de terrain s'est réalisé dans l'association Rashfir, mais j'ai pu aussi me nourrir des informations lors de l'émission de radio que j'ai organisée en partenariat avec Radio Libertaire, où j'ai eu comme des invités des femmes témoignant de leur expérience. Madame Claudie Lessayé, coprésidente à la Maison des femmes de Paris, et j'ai pu aussi bénéficier du regard apporté par Madame la psychologue Bernadette Garicroix, que je tiens à remercier beaucoup. Dans un premier temps, j'ai tenté d'historiciser le mouvement féministe qui est à la base de la création des associations, presque les seuls acteurs responsables d'accompagner des femmes victimes. Et ici, je me concentrerai sur une population précise, celles et ceux qui sont arrivés en France au titre du regroupement familial, afin de comprendre les enjeux de la violence conjugale et l'importance de la politique en matière. La vulnérabilité des femmes migrantes est aussi remarquée par des organismes spécialisés tels que l'Office fédéral de statistiques suisse, publiant en 2011 le résultat d'une enquête dont la conclusion est que les risques encourus par les femmes étrangères sont 4,5 fois plus élevés que pour les femmes helvètes, et confirmé aussi par la revue interdisciplinaire sur la famille et la contemporanéité au Canada. La violence conjugale et le principe d'égalité entre les femmes et les hommes est bien une question mondiale, car elle touche toutes les nationalités, toutes les classes sociales, et dans une immense majorité des cas, est faite d'un homme envers une femme. La femme n'a pas eu toujours la même place dans la société. À peine au XIXe siècle, la prise en compte d'une émergence d'une nouvelle politique où les femmes sont considérées aptes à participer aux décisions est impulsée par le mouvement féministe qui lutte pour le droit de vote des femmes dans les États-Unis du Sud, National American Women's Suffrage Association. C'est ici qu'il est dévoilé en 1976 un plan de la victoire pour obtenir aux États-Unis l'égalité entre les femmes et les hommes en matière de droit de vote. Dans le Nord, la question prend la forme d'une nécessité théorique et politique de penser le genre au croisement d'autres rapports de pouvoir. Et donc en 1967, la loi No Right, qui autorise l'usage des contraceptifs. En 1970, le congé maternité, indemnisé 90% par l'assurance maladie, et la création d'un congé paternal d'éducation, ainsi que la suppression de la notion de chef de famille. En 1972, l'inscription dans la loi le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Et plus récemment, en 1995, organisée à Pékin, la 4e conférence mondiale est celle qui a joué le rôle déclenchateur dans la réalisation des enquêtes nationales sur les violences envers les femmes en France. Quant au cadre législatif, dans une société démocratique, le droit de circuler est non négociable. Et la libre circulation des personnes découle de ce que la raison naturelle a établi entre tous les peuples, lorsque tiennent tous pour sacré le devoir d'hospitalité. Le conjoint d'un Français ou la personne arrivée en France au titre du regroupement familial obtient généralement en première phase un titre de séjour d'un an. La nouvelle loi du 7 mars 2016 tient compte de l'instinct naturel de fuir face à la violence et l'impulsion de la vie commune pour enrayer le phénomène du mariage blanc et dispose par des articles d'exonération des taxes la reconnaissance de la violence conjugale et familiale comme exception. À part la nécessité imposée aux victimes d'attester de nombreuses preuves quant aux dénonciations, demande de divorce courante, lettre de suivi par une association, lettre de la médecine légale, suivi psychologique ou psychiatrique, tout en sachant qu'elles sont dans la précarité autant émotionnelle que physique, et les démarches ne lui laissent pas le temps de se réparer, et même expliqué par la clinique d'exil qui souligne le caractère vulnérable plus auquel les femmes étrangères victimes de violences conjugales sont exposées et le risque de retraumatisation lors des entretiens administratifs. Dans la pratique, les victimes se trouvent avec un simple récépissé valable 3 mois et renouvelable à plusieurs reprises sans justification, avec la possibilité de travailler généralement. Tout de même, les employeurs ne donnent pas beaucoup de valeur à ces droits. En attendant la délivrance du titre de séjour, les intéressés ne trouvent pas de travail ou
presque très rarement. Le résultat est qu'elles sont ainsi bloquées à toute projection future. Paradoxalement, pour les administrations, le principal critère d'intégration est si la personne peut s'entretenir tout seule. La violence conjugale comporte 4 phases: le climat de tension, l'exposition à la violence, la justification et la lune de miel. Jusqu'ici, nous avons pu voir l'évolution en grande ligne de la position de la femme dans notre société, ainsi que les effets du droit de circulation sur le parcours de certaines femmes dans leur quête de liberté. Mais pour compléter, je tentais d'abrosser un portrait du paysage institutionnel dans lequel ma recherche s'est déroulée. Le constat est que les associations se trouvent au niveau mésosocial en faisant le lien entre les intéressés et l'État. Le nombre croissant des associations est considérablement accéléré dans les dernières années, évolution rassurante en termes de vie démocratique. Se traduit dans les faits comme une hausse très importante de concurrence entre elles, alimentant le sentiment de raréfaction de ressources. La décentralisation et le changement de philosophie des subventions publiques en appel d'offres obligent les associations à se réorganiser en se reposant sur le travail bénévole qui s'inscrit dans un mouvement plus large des transformations managériales. L'État semble se saisir de cette richesse de main-d'œuvre bénévole et n'évite pas à l'utiliser pour mener des projets sociaux, mais il n'explique pas l'ambiguïté qui porte ces politiques quant au lien entre le volontariat et l'emploi en baisse dans la fonction publique. Dans ces contextes d'évolution qui durent depuis des années, le secteur associatif a montré une très grande capacité d'adaptation. Tout de même, le travail bénévole n'est plus une bonne volonté individuelle. À part la question morale, les violences conjugales ont des répercussions non seulement sur la santé et le bien-être des femmes, mais aussi sur la participation au marché du travail, ce qui nuit leur indépendance économique et à l'économie en général. Selon les estimations de l'Institut européen de l'égalité entre les femmes et les hommes, en 2012, les violences sexistes à l'égard des femmes générant à l'Union européenne un coût de 226 milliards d'euros. Les statistiques ont permis de fournir des éclairages sur la perte d'utilité sociale, recours aux soins, aux services sociaux, aux services de police et de justice mobilisés. En France, le coût est estimé à 3,6 milliards d'euros dans la même année, 2012. On constate une hausse des violences conjugales de 36% pendant le confinement. Encore une fois, nous pouvons remarquer le poids de l'environnement sur la vie privée des personnes. La discrimination systémique dans laquelle les femmes étrangères victimes de violences conjugales sont prises, c'est une occasion pour nous de réfléchir la priorité aujourd'hui en termes d'éducation des enfants, le secteur dans lequel il est urgent d'investir, ainsi que comment nous allons prendre en charge les auteurs de ces actes, car comme l'Observatoire international des prisons nous explique, la prison telle qu'elle est organisée, subie et vécue n'a aucun effet positif sur le futur libéré. L'accumulation de haine et de l'humiliation ne font qu'augmenter le risque de récidive. D'ailleurs, partout dans le monde, les femmes gagnent 23% moins que les hommes. Combler les cartes sera une victoire autant pour les femmes, mais aussi il peut y avoir un bénéfice social et économique. La rémunération équitable pourrait réduire la pauvreté à la moitié et injecter des milliards dans l'économie. Cependant, l'écart salarial est une image incomplète car la participation au marché du travail, l'accès au crédit, mais aussi le savoir négocier, le savoir manager, empêchent les femmes d'accéder à une égalité de fait. Voilà, merci. T'as voulu aller vite. Là, on a pris un paquet d'informations sur la tête. Ah oui. C'était très complet. Hein. C'était très complet. Ouais. Je vais arrêter mon enregistrement.